Bonjour à tous, chers collègues, chers participants. Alors, je me présente, Frédéric Lasserre. Je suis professeur au département de géographie ici à l'Université Laval. Je suis directeur du Conseil québécois d'études géopolitiques. Je suis aussi titulaire de la chaire de recherche en partenariat en études indo-pacifiques. Et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à ce premier colloque international de la chaire en études indo-pacifiques. Alors, tous, les médias en particulier, nous observons l'avènement de ce nouveau nom de région, l'Indo-Pacifique, depuis déjà quelques années, qui semble cristalliser les superlatifs de croissance économique, mais aussi les rivalités entre grandes puissances. L'Indo-Pacifique représenterait une voie de salut économique pour les uns, un foyer de vives tensions entre la Chine et ses voisins pour les autres, selon l'optique que l'on choisit. Donc c'est pour analyser, discuter ces tendances dans la région que nous avons organisé ce colloque international rassemblant des chercheurs asiatiques, européens, nord-américains. Pendant 2 jours, il s'agira de réfléchir ensemble aux différentes facettes de ce concept d'Indo-Pacifique et aux relations que tissent les différents acteurs. Je tiens à remercier nos partenaires nombreux, en particulier le ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui est partenaire principal de la chaire, le consulat général du Japon à Montréal, qui a financé une partie de ce colloque, l'École supérieure en études internationales pour son appui organisationnel et logistique. Merci aussi aux collaborateurs actifs dans l'organisation de cet événement, sans qui cela n'aurait pas été possible. Donc, je tiens à remercier chaleureusement mon étudiante en doctorat, Yukin Chu. Je tiens à remercier aussi vivement Janie Pius-Duclos, qui est diplômée de l'ESSEI et coordinatrice d'activité, et Jean-François Proto, qui est conseiller en technologie et pédagogie à l'Université Laval. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Sans vous, sans votre appui, cet événement n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, bienvenue à l'Université Laval pour ce colloque. Et je vais lancer donc la réflexion avec, donc, en guise d'introduction, une petite réflexion sur le concept d'Indo-Pacifique. Ça ne passe pas à la diapo suivante. C'est parti. Ah oui. Bon. Donc, petite réflexion théorique d'abord, des noms de régions qui peuvent être des enjeux de pouvoir. Les géographes ont beaucoup réfléchi, mais ne sont pas les seuls, sur ce qu'on appelle les régionines, qui sont, faut-il le rappeler, des lectures subjectives de l'espace. Savoir qui nomme les régions, avec quelle représentation et quelle connotation historique, par exemple l'Amérique, c'est important pour retracer l'origine de ces régionines. Ça traduit aussi des enjeux de pouvoir, ainsi des limites de l'Europe avec ou sans la Russie. Le général de Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, avec ou sans la Turquie. Vous savez qu'il y a aussi tout un débat à l'heure actuelle pour savoir si la Turquie fait partie de l'Europe ou pas. Discours de Londres sur le Royaume-Uni qui serait à côté de l'Europe. Bref, on pourrait multiplier les exemples qui traduisent le fait que nommer les régions, c'est aussi traduire les représentations spatiales et politiques que l'on a de l'espace. Alors, en Asie, on peut aussi observer un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens. L'Asie du Sud-Est, qui aujourd'hui est un concept de région largement accepté, il faut se rappeler que c'est un concept qui date de la Seconde Guerre mondiale. C'est une création américaine pendant la guerre, avec le Southeast Asian Command, qui a été investi par la suite d'un sens très fort par les pays de la région, par les pays de l'ASEAN, a posteriori. Et donc, à l'heure actuelle, c'est le nom d'une région qui est tout à fait communément, non seulement reconnue, mais adoptée par les 10 pays. On peut penser aussi au concept d'Asie-Pacifique, qui est une création en 1989 à l'initiative de l'Australie
et du Japon, qui est un concept qui a ensuite été largement et rapidement repris par les États-Unis, avec des objectifs variables. Pour l'Australie et les États-Unis, il s'agissait d'ancrer l'État dans la dynamique économique et commerciale de l'Asie de l'Est, qui était perçue comme extrêmement porteuse à cette époque-là, ne pas se laisser développer d'accords commerciaux qui laisseraient de côté ni l'Australie ni les États-Unis. Pour le Japon, il s'agissait de s'assurer de la présence et de l'ouverture des États-Unis, partenaire commercial stratégique pour le Japon. Donc c'est un concept qui était flou, qui était variable selon les acteurs, qui était porté par une instance, l'APEC, au rôle politique extrêmement modeste. Donc, voici quelques exemples de représentations cartographiques de l'Asie-Pacifique. Selon l'UNESCO, selon l'APEC, on voit que ce que recouvrait la région Asie-Pacifique était variable selon les acteurs. Il y avait d'autres régionymes aussi qui circulaient à cette époque. On parlait de Pacific Asia, de Pacific Rim, bref, différentes déclinaisons de ce concept. Et c'est un concept qui était à l'époque étroitement associé à l'essor de négociations d'accords commerciaux, au triomphe de l'idée de libre-échange et d'une mondialisation libérale triomphante aussi dans un contexte de disparition de l'Union soviétique. L'émergence du concept d'Indo-Pacifique remonte à il y a quelques années. On peut penser par exemple à quelques jalons. En 2007, le discours du Premier ministre Shinzo Abe en Inde, qui parlait de la confluence des deux mers, Broader Asia, puis Indo-Pacifique, de manière explicite à partir de 2016, dans l'expression Free and Open Indo-Pacific. En 2011, ça a été repris par la diplomatie américaine, à l'époque sous la plume de la secrétaire d'État Hillary Clinton. En 2012, c'est l'Australie qui évoque le concept d'Indo-Pacifique dans ses documents stratégiques. Au début, c'était un terme qui était employé concurremment avec le concept d'Asie Indo-Pacifique, qui ensuite est tombé en désuétude. C'est uniquement maintenant la région Indo-Pacifique qui est évoquée. En 2017, le concept est intégré dans la politique américaine sous l'administration Trump. Et en 2019, ça a été officiellement adopté par l'ASEAN après beaucoup de débats à l'interne. C'est un concept au contenu, à la géométrie variable selon les acteurs. Quelques exemples ici. Par exemple, pour les États-Unis, on insiste beaucoup sur l'idée de valeur, on insiste sur la défense de la liberté, des règles de droit, des échanges commerciaux, selon des normes de droit, des règles qui sont fixées et négociées. Par exemple, pour les États-Unis, on multiplie les partenariats stratégiques bilatéraux. C'est comme ça que les États-Unis traduisent leur conception de l'Indo-Pacifique. Il n'y a pas de volonté de multilatéralisme ni d'institutionnalisation de ce concept. Alors, le président Trump avait annoncé en 2017 l'adoption de ce concept au sommet de l'APEC. En même temps, il s'est retiré du partenariat transpacifique et les Américains, que ce soit l'administration Trump ou l'administration Biden qui a suivi, investissent une forte dimension militaire dans ce concept d'Indo-Pacifique. Pour le Japon, il s'agit beaucoup plus de mettre l'accent sur la coopération économique. Mais dans le même temps, on participe aussi activement aux réflexions du Quad, donc un dialogue quadrilatéral de réflexion sur la défense et la sécurité, parce qu'il y a aussi une forte dimension d'inquiétude face à la montée en puissance navale et militaire de la Chine. Il y a des visions plus inclusives qui existent aussi, des acceptions un petit peu plus nuancées du concept d'Indo-Pacifique, où il s'agit de promouvoir le dialogue régional inclusif. Par exemple, pour l'Indonésie, on insiste beaucoup sur le rôle de pivot maritime global d'une grande région, qui est un concept qui renforce à la fois le rôle stratégique de l'Indonésie, il ne faut pas se le cacher, qui se présente comme un pivot maritime, qui renforce la centralité politique, qui est au cœur aussi du mantra des pays de l'ASEAN. Pour l'Inde, il s'agit de se poser en acteur incontournable de la diplomatie régionale, donc on multiplie les ouvertures vers le Japon, vers l'Australie, vers les pays de l'ASEAN. On refuse d'exclure la Chine, mais en même temps, on est aussi un membre actif du Quad que j'ai déjà évoqué, parce qu'il y a aussi cette forte préoccupation de défense dans la diplomatie indienne, en réaction au concept largement défendu par l'Inde de ce collier de perles que la Chine serait en train de construire dans l'océan Indien. Il y a des visions
Des visions mixtes, par exemple la France et l'Australie, à la fois zone de projection d'influence, zone de coopération et de dialogue. Par exemple, pour l'Australie, il y a une très grande ambiguïté face à la Chine. Des fois, dans certains discours, on s'aperçoit que la Chine est exclue de la compréhension de l'Indo-Pacifique, dis-je bien, dans la représentation australienne. En même temps, parfois, on insiste beaucoup sur la nécessité de l'inclure pour des raisons de promotion de la sécurité. Pour la France, il s'agit de maintenir ouvertes les lignes de communication avec la Chine pour souligner surtout la place de la France, donc qui fait valoir ses possessions dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, pour se placer, se poser comme une grande puissance incontournable dans la construction de la coopération et de la sécurité régionale. Il y a des déclinaisons géographiques variables, je le disais. Une définition maximaliste que vous voyez sur cette carte, l'Indo-Pacifique regrouperait tous les États riverains des deux océans. Bon, dans cette représentation, on n'inclut pas nécessairement à ce moment-là l'Asie centrale ou la Mongolie ou le Laos, donc on voit qu'effectivement, il n'y a pas de définition parfaite. Ce qu'il faut relever, c'est qu'avec une telle définition, il n'y a rien de remarquable à souligner que la région affiche un très très fort PIB, puisque la région à ce moment-là regroupe près de la moitié de la surface du globe, donc pas très étonnant effectivement qu'elle regroupe une très forte proportion du PIB et de la population mondiale. Donc quand on regarde un petit peu les définitions de plusieurs pays, ici une carte qui regroupe les définition des politiques indo-pacifiques de 6 États, on s'aperçoit qu'effectivement les définitions géographiques de ce que recouvre l'Asie-Pacifique sont assez variables selon les États, mais qu'il y a quand même un cœur qui émerge de l'ensemble de ces définitions. C'est vraiment centré sur ce qu'on peut appeler l'Asie maritime, donc l'est de l'océan Indien, l'ouest de l'océan Pacifique, de l'Inde au Japon, passant par l'Australie jusqu'à la Chine. Donc c'est ce qui serait effectivement le cœur de la nouvelle région indo-pacifique en voie d'émergence. Quelques observations que l'on peut faire à partir de ce constat, c'est d'une part la grande diversité des agendas que j'ai déjà évoqués, la grande diversité aussi des définitions de la zone indo-pacifique. Relever que les États-Unis sont rarement inclus dans la zone indo-pacifique, a fortiori le Canada. Un point commun, une très grande préoccupation face à l'ascension politique et militaire de la Chine. C'est un point commun. Alors, là où il y a des divergences, c'est sur la réponse à apporter à cette ascension. Certains prônent le dialogue, le maintien d'une coopération renforcée avec la Chine. D'autres ont une vision un petit peu plus exclusive de la réponse à apporter par rapport à la Chine. Bon, donc un observateur, Metcalf, a écrit en 2015 « The use of the Indo-Pacific term is a coded way of indicating that the region must not be considered as a special sphere of Chinese influence ». Donc c'est clairement la préoccupation par rapport à la Chine qui est un élément structurant de la représentation de la région Indo-Pacifique. Aussi donc cette importance des préoccupations d'ordre maritime, par exemple pour le Japon, où clairement on affiche certaines préoccupations, certaines inquiétudes par rapport à la liberté de commerce, Free and Open Indo-Pacific. L'Inde qui a développé son concept de collier de perles, donc il y a aussi cette préoccupation, cette représentation que la Chine serait en train d'encercler par tout un réseau de points d'appui maritimes l'ensemble de l'Inde à travers l'océan Indien. La Chine aussi n'est pas exempte de ces préoccupations avec le fameux dilemme de Malacca qui a été souligné dès 2003 par le président Hu Jintao. Alors pour faire quoi ce concept d'Indo-Pacifique? Beaucoup de discours, mais il y a encore peu de projets structurants. Il y a une timide définition de l'Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, donc l'IPEF, ou de projets visant à contrer l'abri, comme le Blue Dot Network, mais il n'empêche que le seul programme économique vraiment structurant à l'échelle de l'ensemble de l'Indo-Pacifique, même si ce n'est pas la région qui est au cœur de cette définition, c'est le programme des nouvelles routes de la soie. Précisément, problème pour les Occidentaux, le Japon, qui essayent de contrer l'ascension politique et économique de la Chine, c'est qu'il y a des divergences sur la dimension économique, qu'est-ce qu'on fait concrètement avec le concept d'Indo-Pacifique, le Japon qui priorise les accords de libre-échange, Washington qui est ambivalent, qui s'est retiré du PTP, l'Inde qui s'est retirée du RCEP et semble retourner vers un certain protectionnisme. Donc c'est beaucoup plus effectivement les dimensions de sécurité qui semblent recueillir la majorité
l'assentiment des pays qui sont intéressés par la zone Indo-Pacifique, mais qui peinent manifestement à investir ce concept d'une dimension un peu plus concrète économique. Alors on a des agendas pas nécessairement convergents, je le disais. Tant les administrations Trump que Biden parient que l'ascension de l'Inde, qui connaît une forte ascension, une forte croissance économique et démographique, et le conflit entre l'Inde et la Chine vont pousser l'Inde vers un alignement politique avec Washington, ce qui est un certain pari politique. Pari risqué car l'Inde sait très bien qu'elle n'a pas encore les moyens financiers de l'Inde. Par ailleurs, la politique indienne demeure celle de l'autonomie stratégique, surtout avec un partenaire américain qui est vacillant. Donc les Indiens ne savent pas du tout si effectivement il y aurait un engagement solide, ferme des États-Unis pour la soutenir dans son opposition, dans sa rivalité avec la Chine. Et par ailleurs, l'Inde n'a pas du tout comme postulat économique, comme postulat politique, de rejeter la coopération avec la Chine. Au contraire, sur une base ad hoc, on maintient les canaux de communication ouverts avec la Chine. Donc, on est un petit peu réticent à s'engager dans une voie d'une conception de l'Indo-Pacifique aussi radicale que celle des États-Unis. De fait, de manière assez pragmatique, l'Inde cultive donc un contrepoids, l'Indo-Pacifique, face à la Chine, à travers le Quad, le concept même d'Indo-Pacifique, mais ne veut pas souscrire à une alliance formelle, ni avec le Japon, ni avec l'Australie, ni, a fortiori, avec les Américains. Bon, de même, depuis 2018, le Japon évite soigneusement de présenter son concept de Free and Open Indo-Pacific comme un outil d'endiguement anti-chinois, en tout cas dans les discours, même si plusieurs analystes, y compris japonais, estiment que, en fait, c'est bien ça, le Free and Open Indo-Pacific, ça sert à endiguer la Chine, mais dans les discours officiels, on récuse cette idée. Par ailleurs, les politiques commerciales des États-Unis, le concept même d'America First, ont aussi provoqué des conflits commerciaux avec plusieurs pays partenaires de l'Asie. On a abandonné le PTP en 2017, donc tout ceci illustre précisément le fait que les agendas ne sont pas encore bien coordonnés et que si tout le monde est d'accord pour parler d'Indo-Pacifique, les acceptions, les contenus que l'on met dans ce concept de région sont extrêmement variables. Alors l'Indo-Pacifique, à quoi cela sert-il? Il n'y a donc aucune justification particulière du point de vue commercial, institutionnel ou humaine à ce nouveau concept de région. Donc il n'y a pas, ça n'existe pas, une région Indo-Pacifique cohérente. L'Indo-Pacifique, c'est une construction politique, tout comme l'était, il y a quelques années, l'Asie-Pacifique, en son temps, donc fin des années 80, début des années 90. Le seul élément vraiment structurant dans le concept d'Indo-Pacifique, c'est, on l'a vu tout à l'heure, le concept d'Asie maritime, à la fois à chevauchant l'océan Indien et l'océan Pacifique. Mais évidemment, ce concept ne satisfait ni Washington, ni la France, par exemple, parce que manifestement, évidemment, cette définition un petit peu restrictive les exclut du champ de l'Indo-Pacifique. Donc les motivations des promoteurs sont largement en réaction, tout comme ça l'était aussi en partie pour l'Asie-Pacifique à l'époque. Pour l'Asie-Pacifique, il s'agissait pour certains États de s'ancrer dans une région à forte croissance, donc on avait peur d'être exclu de la croissance, du dynamisme économique qu'affichait l'Asie de l'Est à l'époque. Pour l'Indo-Pacifique, il s'agit de réagir face à l'ascension rapide de la Chine. Il y a des objectifs de sécurité, il y a beaucoup d'aspects de défense, de diplomatie, d'endiguement, pourrait-on dire, visant à l'isolement, en tout cas au contrôle de la Chine. Très fort accent mis sur la sécurité navale, la coopération en matière de sécurité navale et maritime. Mais il y a, je le disais tout à l'heure, une très faible force de proposition économique. Or, je l'ai aussi évoqué tantôt, ce n'est pas du tout le problème de la Chine avec les nouvelles routes de la soie et qui connaissent un très très fort rayonnement commercial et financier. Même si c'est vrai que ce projet connaît certaines difficultés, il n'empêche qu'il est toujours de mise, toujours actif à l'heure actuelle et connaît toujours, donc procure à la Chine un certain rayonnement très fort auprès de bon nombre de pays en développement et même de pays dits développés. Donc il reste à investir le concept d'Indo-Pacifique d'un sens pratique et partagé, ce qui, comme je le disais, n'est pas le cas de la Chine qui capitalise beaucoup sur le soft power lié à la promotion des nouvelles routes de la soie. Merci beaucoup pour votre attention.